as a sophomore. With reggaeton. Voilà, bonjour à toutes et tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignaient dans cet espace des conférences de l'espace dédié au salon Cyclo édition Lille 2022 où nous nous retrouvons ensemble ici en présentiel comme nous avons coutume de le dire maintenant, mais aussi à distance pour celles et ceux qui pourraient nous regarder notamment en rediffusion puisque cette conférence est enregistrée comme les autres tout au long de ces 2 journées consacrées à Cyclo pour cette édition de Lille. La conférence qui nous intéresse maintenant concerne le changement climatique et la nature face au changement climatique pour relever le défi du changement climatique. Une conférence qui a été organisée avec le concours de l'Office français de la biodiversité, qui nous a aidé notamment à préparer les échanges avec nos intervenants que je vais vous présenter sans plus tarder. Nous avons parmi nous Corentin Riquelin, qui est chargé d'études milieu naturel, aménagement du territoire au CEREMA, Quentin Maresco, qui est responsable de programme de conservation, coordinateur du plan régional d'action en faveur des tourbières des Hauts-de-France pour le Conservatoire des espèces naturelles des Hauts-de-France, Nicolas Inglebert, qui est directeur des services techniques de la ville de Crépy-en-Valois, et enfin Denis Collinet, qui est directeur du syndicat des intercommunalités de la vallée du Terrain. Voilà pour faire connaissance, mais vous nous en direz un petit peu plus au moment de vous présenter ou de commencer vos présentations. Sachant que dans l'objectif d'une transition écologique vers la durabilité, nous allons évidemment parler de la conciliation de l'aménagement et de l'environnement qui représente désormais un enjeu majeur pour les collectivités. Alors les solutions fondées sur la nature ou les solutions d'adaptation fondées sur la nature s'appuient sur des écosystèmes pour relever un certain nombre de défis, notamment ceux que posent les changements globaux à nos sociétés, comme la lutte contre le changement climatique bien sûr, mais aussi la gestion des risques naturels ou la santé, ou encore l'approvisionnement en eau dont nous avons régulièrement parlé à travers ces conférences, bien entendu. Des écosystèmes résilients, fonctionnels et diversifiés fournissent déjà en effet de nombreux services écosystémiques pour nos sociétés tout en permettant de préserver et de restaurer la biodiversité. Alors nous allons voir ensemble comment ces enjeux sont pris en compte dans la région des Hauts-de-France au travers d'exemples divers, en zone urbaine comme en zone rurale. C'est ce dont vous allez nous parler, messieurs. Et pour commencer, Corentin Riquelin, donc chargé d'études milieu naturel, aménagement du territoire au CEREMA. Le CEREMA étant un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, qui accompagne l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration, le déploiement, l'évaluation des politiques publiques d'aménagement et de transport. Vous nous éclairerez, monsieur Riquelin, sur le pourquoi de la biodiversité en milieu urbain, d'un point de vue scientifique. Quels sont les enjeux sociétaux actuels, les enjeux de sécurité de l'approvisionnement en eau, les enjeux liés au changement climatique, à l'érosion, à l'impact que ça peut avoir sur la gestion de l'eau, l'artificialisation des sols également, c'est un sujet qui vous intéresse, le devenir des trames vertes et bleues, autant de points et de sujets que vous pourrez évoquer pour planter le décor de nos échanges et préciser le cadre de nos discussions. Merci d'avance, monsieur Riquelin, pour cette première présentation que vous avez préparée spécialement pour nous ce matin. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous parler, comme il a été dit, des solutions fondées sur la nature. Alors, premièrement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CEREMA, donc très rapidement, c'est un établissement public qui travaille sur un certain nombre de sujets liés aux risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et qui est réparti sur l'intégralité du territoire français, à la fois en métropole, mais également dans les Outre-mer. Donc, je vais faire une présentation aujourd'hui en 2 points. Une première partie qui parlera donc de faire face aux enjeux sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, avec un zoom particulier sur le changement climatique, l'approvisionnement en eau et l'érosion de la biodiversité. Et une seconde partie donc pour vous accompagner sur le déploiement des solutions fondées sur la nature, notamment dans le cadre du rafraîchissement de la ville. Donc, comme il a été dit en introduction, aujourd'hui, nous devons faire face à un certain nombre d'enjeux sociétaux. Alors, je vous les ai repris ici tels qu'ils sont
citée par le standard mondial de l'UICN pour les solutions fondées sur la nature. Donc, parmi les enjeux sociétaux, on retrouve la réduction des risques naturels. Dans une région comme la nôtre, nous sommes soumis à un certain nombre de risques, le risque inondation, l'augmentation du niveau de la mer ou les risques liés au retrait-gonflement des argiles, par exemple. Et il faut savoir que la moitié des communes de la région sont déjà impactées par des risques liés au changement climatique. C'est donc déjà une réalité sur notre territoire. Il faut aussi prendre en compte la nécessité du développement socio-économique, les enjeux de santé humaine. Je pense qu'on s'en est bien rendu compte ces dernières années avec la pandémie. Également la sécurité alimentaire, qui est un autre enjeu très important actuellement. La sécurité de l'approvisionnement en eau. La dégradation environnementale et la perte de biodiversité, qui est un réel enjeu, comme on pourra le voir par la suite. Et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, qui est un enjeu en tant que tel, mais qui vient en plus de cela amplifier tous les autres enjeux sociétaux que j'ai cités précédemment. Alors je vais faire un zoom maintenant sur 3 de ces enjeux particulièrement. Le changement climatique, les défis liés à l'eau et la perte de biodiversité à laquelle nous sommes confrontés. Donc premièrement, faire face au changement climatique parce que par rapport à l'ère pré-industrielle, nous avons déjà un réchauffement de plus 1 degré. Ce qui est prévu, c'est que d'ici à 2050, nous atteindrons très probablement au moins 1,5 degré de réchauffement climatique. Et d'ici à 2100, si nous n'agissons pas suffisamment rapidement, potentiellement 3 degrés de plus. À côté de ça, il faut rajouter que ce réchauffement climatique a un impact sur le nombre de vagues de chaleur auxquelles nous sommes confrontés, sur l'intensité de ces vagues de chaleur, et donc sur l'impact également des îlots de chaleur urbains. Alors concrètement, comment ça se traduit dans la région ? C'est depuis l'après-guerre, déjà des augmentations d'au moins 1 degré dans certaines zones de la région, et potentiellement, dans le pire des cas, d'ici 2100, 4 degrés d'augmentation possible. C'est également une diminution des jours de gel, avec potentiellement, dans le pire des cas, 1 mois de jours de gel en moins pour la région, et des vagues de chaleur qui vont s'amplifier en intensité et en fréquence, avec potentiellement 3 mois supplémentaires de vagues de chaleur. Donc vraiment des enjeux extrêmement importants, auxquels il faut ajouter dans la région davantage de pluies extrêmes et des vents violents, plus de tempêtes auxquelles on devra faire face en tant que société. Autre défi majeur pour une région comme la nôtre, c'est la question de l'eau, et notamment l'approvisionnement en eau. Alors il faut savoir que dans la région Hauts-de-France, on a en moyenne ces dernières années, et depuis 50 ans, moins de précipitations, de moins en moins de précipitations que la normale, et des arrêtés de sécheresse pris très régulièrement ces dernières années. Ce qui est attendu pour les prochaines années, c'est davantage de modulation saisonnière, ce qui veut dire qu'on aura en hiver encore davantage de pluie et des pluies plus intenses, avec les risques qui y sont liés, notamment le risque inondation, mais aussi les coulées de boue et l'érosion des sols dans notre région. Et en été, nous devrons très certainement, malheureusement, faire face à davantage de sécheresse et donc une raréfaction de la ressource. Cette raréfaction va entraîner potentiellement d'importants conflits d'usage. Alors pour les activités de loisirs déjà, pour les activités économiques, mais aussi et surtout pour la sécurité alimentaire de notre territoire et pour l'approvisionnement en eau potable. Il a été évoqué dans les conférences hier que c'est un enjeu majeur sur notre territoire et c'est un enjeu qui va encore simplifier dans les années à venir. Il faut également ajouter pour notre région l'élévation du niveau de la mer et le recul du trait de côte qui rajoute des défis supplémentaires auxquels nous devons faire face. Vous l'avez peut-être lu ou vu passer récemment, mais selon la revue Nature, nous avons atteint la frontière en ce qui concerne l'eau douce. Et donc aujourd'hui, notre consommation et notre gestion de l'eau douce n'est plus une gestion durable. C'est donc un enjeu très important auquel nous devons faire face dès maintenant et qui va s'amplifier dans les années à venir. Ensuite, j'en ai parlé en introduction, l'autre défi majeur auquel nous sommes confrontés, c'est l'érosion de la biodiversité au niveau local et au niveau mondial. Il faut savoir que la biodiversité subit un très grand nombre de pressions, que ce soit localement ou au niveau mondial, notamment le changement d'usage des terres qui va impliquer une perte ou une dégradation ou une fragmentation de l'habitat
Alors en ce qui concerne la région des Hauts-de-France, entre 1990 et 2018, c'est 500 km² de terres supplémentaires qui ont été artificialisées. Et plus récemment, entre 2012 et 2018, nous avons artificialisé 17 fois plus que nous n'avons renaturé. Il y a donc encore une augmentation des surfaces artificialisées dans la région. Au niveau national, les études scientifiques montrent qu'un certain nombre de milieux ne sont pas dans des états de conservation favorables. Au-delà de ça, certains milieux sont même dans des états de conservation majoritairement très défavorables. Il y a donc là aussi une urgence à agir. Il faut rajouter à ces artificialisations des sols la présence possible de pollution de l'air, de pollution de l'eau ou des pollutions des sols, qui sont autant de menaces supplémentaires qui pèsent sur les écosystèmes, ainsi que l'apparition et l'implantation d'espèces exotiques envahissantes, qui sont des menaces directes pour la biodiversité locale. À cela, il ne faut pas oublier l'exploitation des ressources et la surexploitation des ressources, comme la déforestation ou la surpêche par exemple, qui ne laissent pas suffisamment de temps à la nature pour se régénérer. Le changement climatique vient amplifier tous ces éléments, notamment par le réchauffement de l'eau, qui vient perturber les équilibres physico-chimiques présents, et donc qui vient potentiellement perturber les cycles biologiques des différentes espèces, et complique la vie de ces espèces. Il faut également penser à la disparition potentielle de certains milieux, comme les glaciers par exemple, qui vont là aussi concerner une grande partie des espèces. Pour vous donner un chiffre dans la région, donc selon le Conservatoire botanique, en ce qui concerne la flore vasculaire et bryophyte, nous avons déjà 20% des espèces qui sont éteintes ou menacées actuellement. Et je vous parlais tout à l'heure de la limite planétaire de l'eau douce qui a été atteinte. En début d'année, nous avons aussi atteint la limite planétaire en ce qui concerne la biodiversité. Donc là aussi, il y a urgence à agir. Et donc finalement, après vous avoir présenté tout ça, c'est surtout la nature qui a besoin d'aide. Et c'est là que vont intervenir les solutions fondées sur la nature. Donc alors les solutions fondées sur la nature, j'ai repris ici la définition qui est donnée par l'UICN dans son guide pour les solutions fondées sur la nature. Ce sont donc les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc en clair, pour avoir une solution fondée sur la nature, il y a 3 éléments importants. On va s'appuyer sur des éléments naturels pour répondre aux enjeux sociétaux qui ont été évoqués précédemment et afin également d'obtenir un bénéfice pour la biodiversité. Dans la suite de ma présentation, je vais me concentrer en majorité sur le milieu urbain, parce que le milieu urbain, c'est 22% du territoire français, c'est à peu près 120 000 km² en France, et c'est 75% de la population qui vit en zone urbaine. Et c'est donc là, pour une grande majorité des Français, c'est la biodiversité du quotidien. Et il existe une biodiversité dans vos communes. Je vous invite à parcourir les atlas de biodiversité communale pour observer la biodiversité que vous pouvez rencontrer au quotidien sans forcément vous en rendre compte. De plus, je pense que la crise sanitaire et la crise climatique ont accentué encore la prise de conscience collective sur le fait que la nature participe au bien-être urbain et la nature redevient un facteur d'attractivité urbain important. Alors je vais vous parler du rôle de ces solutions fondées sur la nature et particulièrement du rôle de rafraîchissement de la ville, puisque c'est la thématique à laquelle je suis le plus souvent confronté. Alors rafraîchir la ville, parce que la ville est particulièrement sujette aux vagues de chaleur, plus que les zones périurbaines et les zones rurales. Et on s'attend dans les années à venir à avoir une augmentation en intensité et en fréquence de ces vagues de chaleur, qui provoquent notamment un inconfort thermique important et au-delà de l'inconfort thermique, de réels enjeux de santé pour les populations les plus vulnérables. Il est donc important d'agir sur ces questions-là et on est pleinement face aux enjeux d'adaptation au changement climatique et aux enjeux de santé humaine. Donc l'une des solutions pour rafraîchir la ville, c'est de végétaliser et notamment en s'appuyant sur les arbres. Les arbres, par l'évapotranspiration, par l'absorption et la réflexion des rayonnements solaires, ainsi que l'ombre qui est générée par les arbres, permettent une réelle diminution de la température. Concrètement, à l'échelle du piéton, on observe une diminution de 2 à 3 degrés
de la température urbaine à proximité d'un alignement d'arbres. Et à l'échelle de la ville, on estime que si 75% de la ville de Paris avait été végétalisée dans les espaces disponibles en 2003, la température aurait été de 2,5 degrés inférieure donc pendant la canicule. De plus, les arbres apportent un certain nombre de co-bénéfices importants, ça a été évoqué en introduction. L'amélioration de la qualité de l'air, le stockage du carbone, et les arbres constituent également une valeur esthétique et patrimoniale qui contribue au quotidien, au cadre de vie. De plus, l'arbre fait partie de la biodiversité et c'est un support de biodiversité important. Pour certaines espèces, l'arbre constitue un habitat, pour d'autres espèces, un garde-manger. Cependant, il faut avoir en tête que les arbres sont des êtres vivants et que comme tout être vivant, il y a certaines contraintes. C'est bête à dire, mais un arbre, ça pousse. Ça peut avoir des racines superficielles qui vont provoquer des désordres au niveau des voiries. Le pollen peut être allergisant. Et un arbre, ça a des besoins en eau, en type de sol ou en ensoleillement. Il est donc important de bien choisir ces arbres en fonction du contexte dans lequel ils vont être implantés. Il y a certains outils qui peuvent vous accompagner à le faire, notamment l'outil Sésame. Et il est important de veiller à toujours avoir une diversité dans vos plantations, parce que dans biodiversité, il ne faut pas l'oublier, il y a diversité et c'est important de le rappeler. On est donc ici sur un enjeu, une solution naturelle qui permet de faire face donc, à des enjeux de société et qui apporte des bénéfices pour la biodiversité. On est pleinement dans le cadre des solutions fondées sur la nature. On peut également citer dans ce cadre les murs et façades végétalisés qui permettent là aussi de réduire la montée en température des surfaces et donc de favoriser le rafraîchissement urbain, et les toitures végétalisées qui, elles, vont en avoir un impact sur le confort thermique intérieur des bâtiments. Ce qui participe également au rafraîchissement de la ville, c'est ce qu'on appelle, nous, le concept de la ville éponge. C'est-à-dire qu'on va désimperméabiliser pour avoir une gestion locale des eaux pluviales et on va chercher à infiltrer les eaux à proximité de là où elles tombent, avec là aussi des co-bénéfices, donc réduire le risque d'inondation, le ruissellement et réduire la charge de station de traitement des eaux. Alors donc pour cela, il existe plusieurs techniques, notamment la mise en place de noues. Donc je vous ai mis ici le graphique qui a été produit par l'Adopta sur les noues d'infiltration. Alors l'Adopta est présente sur ce salon, je vous invite à aller les rencontrer. Donc une noue, ça va servir à stocker une certaine quantité d'eau par temps de pluie, puis de l'infiltrer. Et donc les noues, ce sont des solutions vertes qui permettent d'être favorables à la biodiversité. Alors la biodiversité de ces espaces dépend de plusieurs facteurs, notamment les espèces qui vont y être implantées et l'entretien qui va être fait de ces différents espaces. Et donc, comme évoqué précédemment, les noues permettent de limiter la montée en température des surfaces et donc participent également au rafraîchissement urbain. Et de manière générale, il est intéressant de désimperméabiliser donc pour permettre le rafraîchissement de la ville, pour créer des espaces de vie et des espaces favorables à la biodiversité. Alors, je vous ai mis ici en exemple deux exemples qui ont été produits par l'AGUR, donc l'agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque, sur comment se réapproprier des petits espaces. Ici, en l'occurrence, c'est 12 mètres carrés, l'équivalent d'une place de parking, sur comment se réapproprier ces espaces pour les revégétaliser et en faire des lieux de vie pour les habitants et des lieux favorables à la biodiversité. Alors, on va créer donc plusieurs espaces qui sont favorables à la biodiversité, mais pour favoriser pleinement la biodiversité, il est intéressant et important de comprendre l'interaction entre ces différents espaces. Une ville, ce n'est pas juste des rues qui sont mises bout à bout, c'est une entité cohérente. Et il faut raisonner de la même manière pour les différents espaces de nature et les espaces favorables à la biodiversité qu'on va mettre en place. Donc pour cela, on peut s'appuyer sur les trames vertes et bleues. Donc la trame verte et bleue, c'est une démarche qui vise à maintenir et reconstituer un réseau d'essanges pour que les espèces animales et végétales puissent assurer leur cycle de vie. Donc trame verte pour les milieux terrestres et trame bleue pour les milieux aquatiques et humides. Et donc l'objectif, ça va être de garantir les continuités écologiques pour que toutes les espèces assurent leur cycle de vie. Et donc pour vous accompagner dans cette démarche sur la mise en place des trames vertes et bleues, il existe un site internet sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources, notamment l'exemple de la ville de Roubaix que je vous ai mis ici
sur le diaporama. Enfin, il existe un certain nombre de guides et de standards pour vous accompagner dans le déploiement des solutions fondées sur la nature. J'en ai parlé en introduction, le standard mondial de l'UICN pour les solutions fondées sur la nature, donc qui va vous fournir un cadre rigoureux pour la mise en place de ces solutions, notamment grâce à différents groupes d'indicateurs pour vous assurer que la solution fondée sur la nature répond bien à des enjeux de société, qu'elle apporte un bénéfice pour la biodiversité et aussi et surtout pour les gestionnaires qui sont présents, de la viabilité économique de la solution fondée sur la nature et de la pérennité des solutions qui vont être développées. Il y a également un projet qui se déroule en ce moment qui est le projet Life Artisan. Donc c'est un projet financé par la Commission européenne qui est piloté en France par l'OFB avec un certain nombre de co-bénéficiaires associés comme le CEREMA ou la ville de Lille dans la région. L'objectif du projet, c'est de démontrer et valoriser le potentiel des solutions d'adaptation fondées sur la nature, de sensibiliser et de faire monter en compétence les acteurs sur cette thématique et d'accompagner et amplifier les projets sur tout le territoire national. Donc concrètement, le projet accompagne un programme démonstrateur de 10 sites pilotes sur tout le territoire national sur des enjeux très divers et variés afin de répondre à toutes les problématiques, avec également une animation régionale et un réseau national d'acteurs pour vous accompagner avec notamment la mise à disposition d'un certain nombre de ressources qui sont en cours de création et qui sont disponibles sur le site internet du projet. Je vous invite à aller le découvrir. Et au CEREMA également, nous avons produit un certain nombre de fiches et d'études qui sont déjà disponibles sur le site internet du CEREMA. L'outil Sésame, j'en ai parlé tout à l'heure. Et des équipes au CEREMA prêtes à vous accompagner pour le développement des solutions fondées sur la nature. Merci Monsieur Riquelin pour cette présentation introductive qui nous a permis au passage de bien situer vos domaines de compétences et d'intervention. Je me posais la question de savoir justement à qui s'adresse le CEREMA en particulier, à quel type d'interlocuteur pour celles et ceux que ça intéresse. Alors nous travaillons notamment avec les collectivités territoriales, les établissements publics, mais aussi avec les différents acteurs privés. Le CEREMA est d'ailleurs Institut Carnot qui lui permet de participer à des projets de recherche avec les acteurs privés. Et il y aura dans ce cadre une journée écotech qui sera organisée le 27 septembre à Paris, donc qui aura pour but de mettre en relation acteurs publics et acteurs privés et mettre en avant les projets de recherche et les solutions innovantes pour la gestion locale des eaux pluviales urbaines. Merci pour cette précision à l'attention de celles et ceux parmi nous qui nous écoutent, qui seraient concernés. Merci beaucoup. Je passe la parole sans autre transition à Quentin Maresco, responsable de programme de conservation et coordinateur du plan régional d'action en faveur des tourbières des Hauts-de-France, qui va nous parler de ce milieu très spécifique et particulier des tourbières alcalines et des enjeux en milieu urbain de ces tourbières alcalines, avec quelques généralités peut-être, mais vous insisterez sur la présentation d'exemples, d'actions mises en place, d'un projet européen LIFE là également, ou restant à mettre en place pour partie. Je vous laisse nous faire cette présentation à l'issue de laquelle je passerai la parole aux autres intervenants, mais j'en profite pour rappeler que le système de nos conférences vous permettra d'intervenir directement et d'interagir avec les intervenants. Donc à l'issue de ces présentations, je vous inviterai à prendre le micro si vous le souhaitez pour poser quelques questions à nos intervenants suite à leur présentation. Monsieur Maresco, nous vous écoutons. Bon, bonjour à tous. Donc rapidement, je vais commencer par vous présenter le Conservatoire d'espaces naturels et puis je vais vous parler plus spécifiquement des tourbières qui sont des milieux tout à fait remarquables et notamment en tant que milieu important en tant que solution fondée sur la nature. Alors tout d'abord, le Conservatoire d'espaces naturels, donc il est issu de la fusion des deux anciens conservatoires d'espaces naturels, donc Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Donc il faut savoir qu'on travaille à des solutions fondées sur la nature bien avant que ce terme n'existe, puisque la première fois qu'on en a fait mention, c'était en 2009, et la création du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie date de 1989. Et donc, comme son nom l'indique, le Conservatoire d'espaces naturels a pour objectif la conservation des espaces naturels, leur protection, leur gestion. Ils ont été créés par des personnes qui, face au constat de la dégradation des espaces naturels, étaient convaincus qu'il était important de les préserver et convaincus également que ces espaces remplissaient de nombreux services.
Donc notre action est possible grâce au soutien financier de nombreuses institutions, donc l'Europe, l'État, les agences de l'eau, la région et les départements, notamment pour nos principaux financeurs. Donc il faut savoir que les conservatoires d'espaces naturels sont présents partout en France. Ils ont 5 missions principales. La mission de connaissance, donc notamment avec des suivis scientifiques. Donc une connaissance fine des milieux et des espèces est importante pour sauvegarder la biodiversité, mais aussi pour identifier les sites à enjeu. Donc une mission de protection. Donc on va proposer et mettre en œuvre une contractualisation sur ces sites qui va passer soit par des sites en propriété, soit par des conventions de gestion, soit par des baux, notamment des baux amphithéotiques. Donc l'objectif, c'est de préserver sur le long terme ces milieux naturels. Une mission de gestion, donc sur chaque site, on va élaborer des plans de gestion pour proposer des programmes de restauration et de gestion de ces milieux. On valorise aussi nos espaces naturels via des sensibilisations auprès du grand public, des élus locaux, la mise en place d'aménagements pour faire découvrir ces sites et la mise en place d'animations nature, de plaquettes sur la biodiversité. Et on accompagne les politiques publiques pour les aider dans la mise en œuvre. Donc rapidement, une carte des sites qui sont gérés par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Donc 512 sites gérés pour plus de 17 000 hectares. Donc on est présent un peu partout en région, on gère des réserves naturelles. Bon, je ne vais pas détailler tous les chiffres qui sont sur la diapo, mais c'est pour vous présenter aussi les intérêts socio-économiques aussi des espaces naturels en tant qu'espace d'émerveillement pour la nature, mais aussi en tant que support d'activité. Donc on a un partenariat notamment avec 180 exploitants agricoles. Et une des valeurs du Conservatoire d'espaces naturels, c'est le dialogue, le partenariat. Et on travaille avec une multitude d'interlocuteurs et d'usagers, donc des élus locaux, des chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs et une multitude de partenaires. Donc maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement des tourbières. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une tourbière ? Donc une tourbière, c'est un type de zone humide, une zone humide très particulière puisqu'elle est saturée en eau en permanence. Et donc cette saturation en eau va créer des conditions de milieu particulières puisqu'il ne va pas y avoir d'oxygène dans le sol. Le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène, ça empêche l'activité des micro-organismes décomposeurs du sol. Donc ces micro-organismes, c'est des bactéries, des champignons, des algues, des insectes, des vers de terre. Donc l'activité de ces micro-organismes est réduite, ce qui fait qu'il y a une accumulation de matière végétale qui est plus importante que la décomposition de la matière organique. Donc on va avoir un sol composé de matière organique qui va en fait pousser. Et les pédologues, donc les spécialistes des sols, appellent ça un histosol, donc du grec histos, qui veut dire tissu. Donc en fait c'est un sol composé de tissus organiques. Donc on peut retrouver des milieux, des épaisseurs de tourbe. Donc ces tissus organiques, en fait, c'est ce qui compose la tourbe. Et on peut retrouver des épaisseurs de tourbe jusqu'à 11 mètres, notamment dans la vallée de la Somme. Sachant que ça augmente de 1 mm par an, ça veut dire que ces milieux se sont créés il y a des milliers d'années. Donc les tourbières, c'est de l'eau et c'est de la matière végétale, donc du carbone. Alors, où sont localisées nos tourbières, plus particulièrement dans les Hauts-de-France, et quelles sont les particularités de nos tourbières ? Donc, il faut savoir que des tourbières, il y en a partout dans le monde, partout où il y a de l'eau. Donc, au niveau des hautes latitudes, au niveau des zones montagneuses, mais aussi au niveau de l'équateur. Et donc, les zones où on ne va pas retrouver toute bière, forcément, c'est les zones où il y a moins d'eau. Donc, au niveau des déserts, mais aussi au niveau des calottes glaciaires, puisque l'eau est sous forme de glace. Et à l'échelle mondiale, on estime qu'il y a 3% de surface de tourbières. Donc là, plus précisément en Europe, donc on voit bien la répartition des tourbières qui est plutôt sur les pays de l'Europe du Nord, mais on voit aussi sur les massifs montagneux les zones de présence de tourbières. À l'échelle de la France, donc on considère qu'il y a 0,2% du territoire qui est constitué de tourbières. On retrouve bien le Massif central, les Alpes, le Jura, les Pyrénées, mais aussi toute la frange nord-ouest, donc de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France.
Et on estime que dans les Hauts-de-France, les volumes de carbone stockés contiennent 10% du volume total des tourbières françaises. Et donc à l'échelle des Hauts-de-France, vous pouvez retrouver sur la carte l'ensemble des massifs tourbeux qu'on retrouve. Donc il y a la plaine de la Scarpe et de l'Escaut, toute la vallée de la Somme et la vallée de l'Avre, la vallée de la Canche, la vallée de l'Authie, la vallée du Terrain, les marais de Sassy qui sont dans l'Oise, les marais de la Souche dans l'Aisne. Donc voilà, vous voyez les marais littoraux aussi. Donc vous voyez qu'il y a des tourbières un peu partout dans la région. Alors la particularité de nos tourbières, c'est que ce sont des tourbières essentiellement alcalines. Donc alcaline, c'est un synonyme de basique, donc en opposition avec les tourbières acides. Donc les tourbières acides sont principalement alimentées par des eaux de pluie. Et en fait, chez nous, c'est pas les eaux de pluie qui vont alimenter directement les tourbières. Donc comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui est en bas, c'est des eaux de la nappe phréatique en fait qui alimentent nos tourbières. Donc les eaux de pluie passent dans les couches géologiques. En Artois-Picardie, on a beaucoup de craie. Donc cette eau va se charger en minéraux, en calcium notamment. C'est ça qui crée les conditions d'eau basiques. Et donc là, sur la photo, c'est à Éclusier-Vio, dans la vallée de la Somme. Donc on peut considérer que la vallée de la Somme, c'est une immense tourbière alcaline. Donc vous pouvez voir aussi sur la photo la présence d'eau. On voit aussi différents types de milieux, donc des forêts, des milieux un peu plus ouverts. Et en fait, il y a plusieurs types de milieux qui vont pouvoir créer de la tourbe. Donc on retrouve de la tourbe liée à la présence de mousse brune, de la tourbe liée à la présence de petites carex, on appelle ça des lèches aussi. Les roseaux aussi peuvent créer de la tourbe. Donc on retrouve en fait les fragments de ces végétaux dans la tourbe qui ne sont pas décomposés. Et on retrouve aussi de la tourbe dans les zones boisées, donc les zones à aulnes ou à bouleaux notamment. Donc les atouts des tourbières, les services rendus par les tourbières. Donc une multitude de services, comme beaucoup de zones humides, elles vont jouer un rôle dans la régulation des eaux. Elles vont aussi jouer un rôle de filtration des eaux. Je reviendrai plus en détail dessus. Elles hébergent une faune et une flore tout à fait remarquables, et beaucoup plus remarquables que la plupart des autres types de zones humides. Je vous expliquerai également pourquoi. Une autre spécificité des tourbières par rapport aux autres zones humides, c'est qu'elles stockent énormément de carbone. Et la tourbe, comme elle s'accumule depuis des milliers d'années, qu'elle est constituée de carbone, elle constitue aussi des véritables archives paléo-environnementales. Donc on va pouvoir dater à quelle période s'est formée la tourbe. En fonction des macro-restes qu'on va retrouver dedans, on va pouvoir retrouver l'évolution des végétations. Et la tourbe contient aussi du pollen, ce qui nous permet aussi de retrouver l'environnement qu'il y avait autour des tourbières depuis des milliers d'années. Donc tout ça, c'est possible pour des tourbières en bon état. Donc, premier atout des tourbières, c'est la biodiversité, avec une adaptation du vivant à ces conditions extrêmes. En fait, on a des sols qui sont très riches en matière organique. Les plantes se nourrissent de matières minérales. Comme il y a peu de matières minérales disponibles, les plantes ont développé tout un tas de stratégies pour s'adapter. Donc là, je vous présente quelques petites espèces. Donc, on a l'utriculaire notamment et la drosera. Donc, c'est deux plantes carnivores. En fait, pour pouvoir se nourrir, comme elles ne trouvent pas assez de nutriments dans le sol, elles ont développé des adaptations pour attirer les insectes et pour les digérer et du coup avoir plus de nutriments. Donc vous voyez sur la drosera, c'est des petits amas glutineux collants. Donc les insectes qui vont se poser dessus vont être digérés. Et au niveau de l'utriculaire, c'est dans les racines en fait. On a des petites vésicules dans l'eau et dès qu'il y a un petit organisme qui va passer à proximité, il y a des petits cils qui vont s'activer, l'utricule va s'ouvrir et la plante va pouvoir digérer l'organisme. On a le marisque, donc c'est une plante qui ressemble un peu à un roseau et qui va faire des grandes étendues, produire beaucoup de matière végétale et donc beaucoup de tourbes. Et vous avez aussi le trèfle d'eau qui va former des radeaux flottants sur l'eau. Au niveau de la faune, on retrouve des espèces en station, qu'on va retrouver uniquement dans nos tourbières, donc des libellules, notamment la leucorrhine à large queue, la dolomède, qui est une araignée qui a la particularité de marcher sur l'eau.
et qu'on retrouve également uniquement dans nos tourbières. La grenouille des champs, qui est l'amphibien le plus menacé à l'échelle française, qui est présent dans les Hauts-de-France et dans l'Est de la France. Et on a la chance dans les Hauts-de-France d'avoir deux populations, une qui est située dans les marais arrière-littoraux et une qui est située dans la plaine de la Scarpe et de l'Escaut. Et ces tourbières sont aussi des milieux très intéressants pour l'observation des oiseaux. Donc les atouts des tourbières, donc, vous avez bien vu que les tourbières étaient constituées d'énormément d'eau, jusqu'à 90%. Elles stockent du carbone. Et c'est cette présence de l'eau qui va permettre tous les services rendus par ces tourbières, donc notamment la diminution des risques d'inondation en limitant les flux. Pour exemple, comme type de solution fondée sur la nature, il y a le conseil départemental de l'Aude qui a investi plus de 200 000 € pour restaurer des tourbières afin de limiter les crues. Donc ça a permis de retenir l'eau en tête de bassin. Le rôle de filtration, ça permet de faire des économies sur le traitement de l'eau. Elles permettent aussi de stocker d'éventuels polluants. En Angleterre, par exemple, il y a un fournisseur d'eau potable qui a investi plus de 2 millions d'euros pour restaurer 1700 hectares de tourbières. Donc ça veut dire que pour eux, c'était beaucoup plus intéressant d'investir dans la restauration de tourbières plutôt que dans des stations d'épuration de l'eau. Et l'intérêt aussi, c'est que ça maintient cette fonction sur le long terme. Au niveau des stocks de carbone, donc je vous ai dit que les tourbières représentaient 3% des terres émergées, mais elles stockent un tiers du stock de carbone total des sols. Si on fait une comparaison avec le dioxyde de carbone, ça représente 3/4 du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère. C'est aussi les écosystèmes qui stockent le plus de carbone, plus que les forêts équatoriales. Et si l'eau est préservée dans les tourbières, c'est aussi les écosystèmes qui préservent le plus longtemps ces stocks de carbone. Ces stocks de carbone sont stockés sur le long terme. Alors au niveau des stocks de carbone, quand on pense à la biodiversité qui stocke du carbone, on pense souvent aux forêts. Et donc là, un petit schéma pour vous présenter en rouge, donc en haut les 3% de tourbières, en vert les 30% des forêts, donc 10 fois plus que les tourbières. Et au niveau du volume stocké total de ces deux écosystèmes, il y a 2 fois plus de carbone stocké dans les tourbières que dans les forêts. Un autre chiffre intéressant, pour une tourbière de 2 mètres d'épaisseur, 1 hectare de tourbière équivaut à 10 hectares de forêt tempérée. Donc c'est vraiment les écosystèmes qui stockent le plus de carbone. Pourquoi il est urgent d'agir pour ces tourbières? Donc tout d'abord au niveau de l'érosion de la biodiversité. Donc comme toutes les zones humides, les tourbières ont énormément disparu au cours des derniers siècles. Donc plus de 87% des zones humides ont disparu depuis le XVIIIe siècle. 40% des espèces de la planète sont situées sur les zones humides et on a 25% des espèces menacées de zones humides. Donc beaucoup d'atteintes sur ces zones humides, donc tout ce qui va être drainage, pompage dans les nappes phréatiques, l'extraction de matériaux. Donc pour les tourbières, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'extraction de tourbes pour utiliser comme combustible. Pour le chauffage notamment. Oui, ouais. c'est ça. En Irlande, il y a encore une usine de thermique qui utilise de la tourbe. Mais d'ici 2030, l'Union européenne va mettre en place des actions pour arrêter ces extractions, puisque ce n'est pas une ressource durable. Il y a la destruction directe des milieux et le changement climatique qui va du coup exacerber notamment la pression sur la ressource en eau. Donc à l'échelle française, 89% des tourbières sont considérées comme en état de conservation défavorable. Donc là, c'est une illustration de la tourbière de Marchienne, située dans la plaine de la Scarpe et de l'Escaut. Donc c'est pour vous montrer le réseau de drainage qui avait été fait anciennement. Donc on voit l'ensemble des fossés dont le but était de vider la tourbière de son eau. Une autre illustration là sur une prairie tourbeuse. Donc en fait, quand on crée un fossé, ça crée un appel d'eau, ça vide la tourbière de son eau. Et on a aussi l'agriculture qui est très dommageable pour les tourbières. Donc premièrement, on détruit la biodiversité de ces tourbières. On va drainer pour pouvoir cultiver. Et ensuite, on va pomper dans les nappes phréatiques pour pouvoir arroser les cultures.
Donc tout ça, ça crée une tension sur la ressource en eau, plus la dégradation de la qualité de l'eau. Donc du coup, si une tourbière est dégradée, tous ces services que je vous ai présentés sont mis à mal. Donc la matière organique va se minéraliser et du coup l'eau qui va ressortir des tourbières va être chargée en éléments. Donc l'épuration de l'eau va coûter plus cher. Les polluants qui peuvent être stockés dans les tourbières vont aussi se libérer. Et également le risque d'inondation va être plus exacerbé. Alors au niveau des stocks de carbone, en fait quand on enlève l'eau dans la tourbière, tous les micro-organismes décomposeurs du sol vont pouvoir s'activer puisque l'oxygène va revenir dans le sol. Et en dégradant la matière organique, ces micro-organismes vont libérer du dioxyde de carbone. Il y a une image que je ne vous ai pas mis mais qui est hyper intéressante en Angleterre où en 1953 il y a une tourbière qui avait été drainée, ils avaient pris le niveau du sol. Et aujourd'hui, le niveau du sol a diminué de 4 mètres. Donc toute cette tourbe s'est évaporée, en fait, s'est transformée en dioxyde de carbone. Avec le changement climatique, il va y avoir une augmentation des températures, donc une augmentation de l'évapotranspiration, une baisse des niveaux d'eau. Et donc ça va encore favoriser le relargage du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux avec l'augmentation des températures qui entraîne un effet négatif des tourbières qui vont relarguer encore plus de CO2 et ainsi de suite. Et donc à l'échelle mondiale, on considère que les émissions annuelles de dioxyde de carbone par les tourbières dégradées représentent déjà 5 à 10% des émissions anthropiques annuelles. Donc c'est énorme. D'où l'urgence d'agir pour ces tourbières et surtout qu'on a la chance en région d'avoir encore beaucoup de tourbières, même si elles sont encore pour grande partie dégradées. Donc au Conservatoire d'espaces naturels, on coordonne 2 projets sur les tourbières. Donc un LIFE anthropocène, qui est un projet financé notamment par l'Europe. Et on a également élaboré un plan d'action en faveur des tourbières, donc qui est tout récent, qui est sorti cette année. Donc l'idée, c'est de protéger et restaurer les tourbières, mais aussi et surtout leur zone de dépendance fonctionnelle, puisque vous avez compris qu'il y avait besoin d'eau. Et pour alimenter les tourbières, il faut également agir autour des tourbières. Donc d'où l'intérêt d'avoir un plan d'action. Donc je vous présente rapidement ce qu'on peut mettre en place pour restaurer des tourbières. Donc une des premières choses à faire, ça va être de maintenir l'eau dans ces tourbières, donc neutraliser les fossés drainants, mise en place de seuils, améliorer la qualité aussi de l'eau, donc ça peut passer aussi par la mise en place de barrages filtrants, comme là on peut voir sur la photo sur des aménagements qui avaient été faits à Paris. Ensuite, on va restaurer les végétations, donc on va éliminer la végétation non tourbeuse comme des boisements. On va décaper le sol, donc tout ce qui va être tourbe, qui a été minéralisé, qui n'est plus de la tourbe, en fait, on va l'enlever, on va retrouver de la tourbe à nu. Avec la tourbe à nu et l'eau, les végétaux typiques de tourbières vont pouvoir se réimplanter et la production de tourbe va pouvoir recommencer. Et donc le stockage de carbone. Et ensuite, on va mettre en place des pratiques de gestion adaptées sur ces tourbières, donc mise en place de pâturage, de fauche. Voilà. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est concentré sur les tourbières, mais là où il est le plus important d'agir, au final, c'est autour des tourbières, parce qu'on aura beau essayer de retenir le plus d'eau possible dans nos tourbières, s'il n'y a pas une gestion autour qui continue à alimenter en eau les tourbières, ça ne servira à rien. Donc là, c'est le rôle des élus et des outils de planification qui est hyper important. Donc tout ce qui va être plans locaux d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, schéma d'aménagement et de gestion des eaux et plan climat, air, énergie territoriale. Dans ces outils de planification, il faut favoriser la prise en compte des tourbières pour avoir une gestion du territoire qui soit compatible avec la préservation de ces milieux tout à fait exceptionnels. Donc du coup, en contribuant à une gestion du territoire compatible avec la gestion des tourbières, donc ça va passer par limiter l'érosion des sols, donc l'arrivée de matière en suspension au niveau des tourbières, limiter les prélèvements dans les nappes phréatiques, que ce soit pour les activités agricoles ou industrielles. Et du coup, grâce à ça, l'idée, c'est de préserver la biodiversité, préserver la ressource en eau et préserver les stocks de carbone. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et juste une dernière image pour vous dire que les tourbières, ça passe aussi par la ville. Donc là, on est dans la métropole d'Amiens.
Et on gère notamment un espace naturel qui est constitué de prés tourbeux qui s'appelle le Marais des Trois Vaches, donc c'est une convention de gestion qu'on a avec Amiens. Constitue où sur la carte pour ceux qui connaissent la ville? C'est ce qui est entouré de violets, c'est ça? C'est ça, c'est ce qui est D'accord. entre C'est vraiment Amiens et Longo. Ouais. complètement centre-ville, ouais. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Quentin Maresco. On aura peut-être quelques questions à votre attention tout à l'heure. Je vais passer la parole à Nicolas Englebert dans un instant, qui est directeur du service technique de Crépy-en-Valois. Je me permets de rappeler à celles et ceux qui nous auraient rejoints que vous pourrez poser des questions à nos intervenants, pour peu que ceux-ci puissent rester dans l'espace qui leur a été imparti, parce que pour information, nous sommes déjà en sensible dépassement du temps. Donc je vous invite vraiment à respecter les uns et les autres le temps qui nous reste, parce qu'à l'approche du repas en plus, et par respect pour nos invités, pour leur permettre de se restaurer à une heure convenable et raisonnable, je vous invite vraiment à essayer de préserver ce temps d'échange que nous avons prévu à leur intention. Monsieur Englebert, vous allez nous parler de gestion des ressources en eau sur la ville de Crépy-en-Valois et des actions menées à la source d'une rivière notamment. Je vous laisserai évidemment détailler tout ça, et avec les effets indirects et induits que vous pouvez observer, avec notamment une présentation de 2 atlas de la biodiversité communale que vous allez pouvoir nous faire à cette occasion. En ville, on sait que beaucoup de choses sont déjà installées, revêtues, aménagées, construites, et pourtant on arrive quand même à aider la nature. C'est ce que je vous propose de nous démontrer. Merci, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, après avoir vu des belles photos, j'ai l'impression d'être un peu celui qui va montrer le moche de l'histoire, en fait, parce que la ville, c'est un peu une autre histoire. L'artificialisation, par définition, d'une ville, on est là pour parler des solutions fondées sur la nature, c'est pas forcément chose facile. Mais en même temps, c'est exactement le schéma, c'est-à-dire qu'on va revenir, on va essayer de revenir en arrière un petit peu. Donc, rapidement, Crépy-en-Valois, une ville de 15 000 habitants au nord-est de Paris, donc sud-est, dans le bas des Hauts, quoi, hein, on a l'habitude de dire. Crépy-en-Valois, que vous voyez un peu là, on voit en fait qu'on est quand même tête de bassin versant. On voit une petite rivière qui s'appelle l'Automne, hein, et ses différents affluents. Donc on pourrait dire en fait, nous, l'eau, on s'en fout un peu puisqu'on n'est pas inondé, on inonde les autres. Hein. Mais en fait, on se rend compte qu'en utilisant la nature et puis ensuite on tire les bénéfices, on a toute la pertinence de nos actions. Donc en fait, on va voir un petit peu des choses qui sont pas forcément toujours très belles ou pas toujours très valorisantes, mais encore une fois, qui sont un bénéfice qu'on découvre chaque jour avec de petites actions. C'est-à-dire que dès qu'on rend quelque chose à la nature en ville, on en tire des bénéfices insoupçonnés. Ça va beaucoup plus loin que ce pourquoi on l'avait fait au départ. Et même si ce n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, par exemple, là, vous avez un trottoir qu'on a coupé en 2 pour en faire la moitié de gazon. Au départ, c'était pour en infiltrer une partie, c'était de la gestion des eaux pluviales. Mais on se rend compte quand même qu'un gazon, c'est quand même 22 espèces différentes qu'on retrouve dans un gazon, et on protège le sol. Ça veut dire que toutes les espèces du sol vont revenir, et on va avoir 22 espèces en surface, alors même qu'au départ, ce n'était pas forcément le but recherché. On a parlé, mes collègues tout à l'heure, de 2 à 3 degrés qui peuvent être gagnés quand c'est végétalisé. On est au moins à ça, quoi. Et puis après, alors bien sûr, on va trouver en vert des actions qui peuvent être des objectifs qui peuvent faire envie, mais au fur et à mesure qu'on a des actions vers la nature ou vers la gestion des eaux, ou vers, généralement la gestion des eaux pluviales, mais globalement la gestion des eaux de surface, on s'aperçoit du nombre de bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, on a pour beaucoup qui ont un peu d'expérience fait ce genre d'ouvrage, quoi. C'est moche, c'est dégueulasse, ça coûte cher à fabriquer, ça coûte cher à exploiter. Donc il faut vraiment trouver autre chose. Mais on continue, hein. On continue à en faire. On fait des bassins, on fait des trucs.
Mais on s'aperçoit en fait que de ça, on ne tire rien, on ne tire pas de bénéfice. C'est juste, on gère une quantité, on gère quelque chose de mesurable, mais pas du tout la nature. Je prends parfois pour exemple cette magnifique objet de Norman Foster à Marseille. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'ombrière là, de Marseille. Vous vous rendez compte où on en est, c'est-à-dire qu'on a fait une place qui est complètement minérale et aujourd'hui on fait une ombrière parce qu'il n'y a plus d'arbres. Donc, on a complètement oublié les services que pouvait nous rendre la nature. Et donc on n'a pas forcément besoin de faire de bassin. Quand on va s'occuper un petit peu de l'eau et de la nature, bah, aussi on va retrouver la santé du végétal, on va retrouver des autres espèces, on va tirer plein de bénéfices. Et puis évidemment, de toute évidence, la nature en a besoin. On plante des arbres, c'est pas pour les mettre au milieu des enrobés comme on l'a fait pendant des années. Je l'ai fait, hein, donc je sais. Voilà. Donc on a quand même fait un zonage des eaux pluviales. C'est important, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais ça permet quand même dans une agglomération de se mettre en face les autres solutions d'infiltration et qu'on peut y trouver. Des usages de la nature en ville, c'est aussi se faire un bassin. Là c'est un bassin, c'est exactement les mêmes quantités que le bassin béton que vous avez vu tout à l'heure, mais il n'a pas la même tête. Hein. De toute évidence, là on a écrêté avec un bassin qui est perméable, qui permet d'autres choses. Alors certes, avec des objectifs qui peuvent être un peu différents, mais en tout cas, le résultat est un peu lui aussi différent. Ce même bassin, on voit qu'il est artificiel, hein, mais on utilise les capacités du sol, la nature, pour retrouver quelque chose en ville qui a une autre tête. Hein. Lundi dernier, j'ai récupéré un essaim dans une ruche au fond de ce bassin. Des petits îlots qui sont aussi plutôt de la gestion des eaux pluviales, mais là-dedans, on va trouver une biodiversité qui va s'installer. Et comme disait monsieur avec les tourbières, finalement, quand on laisse faire après, la nature va s'installer et ça va se gérer tout seul. On n'entretient jamais ce truc. Hein. Ça a une douzaine d'années, on n'entretient jamais. Et puis avoir des espaces verts qui permettent de le plus naturellement possible aussi, avec le moins d'artificialisation, créer des espaces qui puissent être agréables. Donc on voit en fait que quand on s'occupe un peu de gestion des eaux pluviales, on utilise la nature et donc on rend forcément un peu de biodiversité à l'intérieur. On augmente les surfaces qui sont perméables ou on désimperméabilise pour utiliser un mot un peu plus à la mode. Voilà, donc c'est un petit peu les mêmes solutions, mais on voit qu'en fait on rend finalement aux arbres une partie de l'eau qu'on leur a piquée tout à l'heure quand on disait qu'on voyait les enrobés comme ça qui montaient sur les racines. Une racine qui bousille tout, c'est simplement qu'elle va chercher ce dont elle a besoin. Hein. C'est des petits exemples sur lesquels je passe assez vite, mais voilà. Avant-après, on ne voit pas beaucoup la différence. Simplement, si on voit la végétation à gauche et la végétation à droite, un an après, on a découpé les bordures qui étaient le long de cet espace. On adore ça chez nous, découper les bordures. En fait, découper les bordures, c'est enlever du béton et permettre à l'eau, non pas de suivre le caniveau, mais d'aller dans l'espace vert. Un caniveau, c'est un tuyau, hein, c'est ni plus ni moins. Et puis essayer de faire des espaces stabilisés, mais qui soient perméables aussi. Hein, de telle manière que je suis passé un peu vite, mais enfin, cet espace, c'est une place du marché. En fait, le dimanche, il y a un marché là-dessus. Voilà, donc ce que je disais, quand on enlève les bordures, ça donne ça ne change pas grand-chose. Simplement, les arbres et les espaces verts bénéficient de l'eau qui coule sur le trottoir. On a 15 jours d'écart de végétation sur nos tilleuls depuis qu'on fait ça. C'est-à-dire quand on a des tilleuls de chaque côté de la rue,
si on fait sur un côté, on a un côté qui reste vert quand l'autre est déjà en train de perdre ses feuilles. Alors on a essayé d'inventer un peu des outils qui nous permettent ça. Ça n'existe pas, hein, c'est du bricolage, pour découper les bordures horizontalement, de telle manière qu'on enlève, on permet à l'eau de s'écouler, on enlève les obstacles. Voilà, donc toujours avec les mêmes méthodes, où encore une fois, 22 espèces végétales dans un gazon. Hein. Donc là, on va enlever toutes ces bordures, on va retourner le trottoir, on va le mettre sur l'espace vert, et puis on va faire bénéficier de tout ça à la ville. Donc quelques chiffres de Crépy, simplement pour dire on n'est pas forcément une ville prétentieuse, simplement on s'est engagé là-dedans et on y tient et on a tendance à s'en vanter un peu. On est zéro phyto depuis une douzaine d'années maintenant, qui est forcément une condition à la biodiversité. Hein, on est d'accord là-dessus. On dépose des dossiers de subvention pour faire ça, hein, qu'on présente comme ça, en fait, avec des images en disant voilà, c'était imperméable, on va le rendre perméable. Et ça, on présente nos plans. Ça, c'est des plans pour nous. Hein. On présente nos plans comme ça à l'agence de l'eau. Voilà. C'est toujours des plans qui font l'objet d'une demande de subvention. Comment on utilise les chiffres, hein, voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu plus compliqué quand ça revient de la part de l'agence de l'eau. N'empêche que vous voyez sur un dossier pour parler financement, un dossier de 141 000 euros, on est subventionné à 62 000 euros par l'agence de l'eau, 44%. Si vous additionnez un petit peu de subvention départementale là-dessus, généralement aux alentours de 30% sur les projets de voirie, on arrive à 74% de subvention sur des projets qui sont somme toute de la voirie. Ça n'existait pas avant qu'on puisse rentrer là-dedans. Hein. On a aussi fait une petite action sur la distribution gratuite de cuves de récupération des eaux pluviales auprès des habitants qui ont un jardin. On a distribué 1500 cuves sur la ville, donc 1500 cuves en un an et demi de temps. Hein, voilà. Et puis on a fait 2 atlas de la biodiversité communale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'en dis 2 mots. Voilà, ça se présente comme un inventaire scientifique en fait de la biodiversité, un inventaire à un instant T en recherchant certains taxons, certaines espèces à certains endroits où on recense la totalité des champignons à tel endroit, la totalité des poissons dans tel étang ou d'autres choses. Donc on a fait un premier inventaire en 2014 et un deuxième en 2019. On est assez peu à avoir fait ça, mais on adore ça et maintenant on le rend participatif, c'est-à-dire que sur le site de la commune de Crépy-en-Valois, on peut dire on a vu telle espèce d'oiseau, telle espèce de serpent, de batracien ou de chauve-souris sur notre territoire. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et puis, on accompagne bien sûr certaines espèces de certains commentaires qui, avec un peu de fierté, on trouve des choses qui sont assez rares ou qui peuvent être notées. Et puis, pour la pertinence de nos actions, on utilise un petit peu aussi ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de voir ça, de voir ce que ça donne. On n'a pas tous accès au bassin en béton, donc là c'est un papa vert, un coquelicot, mais voilà, quand on désherbe aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on y trouve. Donc on a une formation de nos agents qui nous permettent de sélectionner dès que ça pousse, hein, les alcées, les roses trémières, mais ça peut être aussi les calendulas, hein, les soucis qui poussent naturellement, des choses de ce type, les centranthus, les valérianes. Hein, j'ai du mal un peu à trouver les noms français, mais ça commence à venir. Et puis, oui, l'éco-pâturage, bien sûr, qui est un moyen de sauvegarder beaucoup d'espèces. Hein.
on met des moutons chez nous, ils se reproduisent à toute vitesse, alors on est obligé de leur trouver des nouveaux espaces pour y arriver. Voilà, alors aussi, bien sûr, des espaces un peu plus humides qu'on essaye de préserver. Et puis, des installations de nichoirs pour lutter contre les nuisibles. Vous avez entendu parler en ce moment des chenilles processionnaires. Hein, nous, c'est les chenilles processionnaires du chêne. C'est une vraie espèce invasive maintenant chez nous. Et donc, si on met des nichoirs, on a des mésanges. Vous verrez dans toutes les chênes où il y a des chenilles, il y a des mésanges. Voilà. Et puis juste pour finir, hein, l'eau, c'est comme le soleil, quoi. C'est quand même un rare truc qui nous tombe dessus et qui est gratuit. Donc ce serait quand même bien de pouvoir la garder alors qu'on a le droit de le faire. Et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le directeur des services techniques de Crépy-en-Valois, qui semble particulièrement actif et militant sur cette commune. On en saura peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Après avoir entendu cette quatrième et ultime présentation par Denis Collinet, qui est directeur du syndicat des intercommunalités de la vallée du Terrain, le SIVT. Vallée du Terrain qui va nous présenter dans un instant, je n'en doute pas, pour une présentation de la restauration naturelle des espaces de zone d'expansion de crues. Pour laquelle vous êtes les crues, donc vous êtes concernés, j'imagine. Et vous parlerez de cette restauration naturelle des espaces en zone naturelle, avec des effets indirects et induits que vous allez pouvoir nous préciser, notamment à travers une présentation là aussi très illustrée, que je vous propose de faire avant de nous tourner vers le public présent. Eh bien bonjour, donc oui, je vais essayer d'un peu de faire le lien entre tout ce qui vous a été présenté. En introduction, je vais vous présenter mon bassin versant et la structure dans laquelle je travaille. Le syndicat donc, de la vallée du Terrain, c'est un syndicat de cours d'eau qui est très ancien, qui a été créé en 1963 par des élus qui étaient impactés. En fait, une seule problématique a fait que ce syndicat est né, c'était les inondations. Les villes étaient touchées par les inondations. Donc vous avez le département de l'Oise, le bassin du Terrain, c'est 1200 km², mais en fait, entre 1963 et 2019, ce n'étaient que les 22 dernières communes traversées par le cours d'eau principal qui s'étaient rassemblées. Donc, comme je vous l'ai expliqué, avec un objectif qui était clair et inscrit dans les statuts qui ont fait naître cette structure, c'était des travaux hydrauliques pour limiter l'impact des crues et assainir le limageur. Voilà. Les évolutions réglementaires et plus particulièrement récemment les lois MAPTAM, NOTRe, ont fait que la structuration à l'échelle du bassin s'est faite, mais très récemment. Donc ça a 2 ans, 2020. Aujourd'hui, la gestion, c'est les 550 km du réseau hydrographique, c'est 9 intercommunalités, un bassin de vie avec une ville-centre Beauvais qui rassemble à peu près 180 000 habitants et où les compétences ont évolué. On n'est plus du tout sur de l'assainissement de limageur, c'est plutôt un rétropédalage où on va plutôt chercher à la garder, cette eau. Les travaux qui sont, donc, comme je vous l'expliquais, qui sont les nôtres actuellement, ça va être de restaurer les cours d'eau, renaturer des milieux. Ça va être de travailler sur les espaces, sur les espèces, sur les essences, sur les boisements qui longent ces cours d'eau. Ça va être des solutions un peu plus vertueuses pour limiter l'impact des crues, limiter les coulées de boue. Ça va être de travailler avec les professions agricoles, notamment avec tout ce qui est éleveur. Et ça va être également beaucoup de communication et de sensibilisation du public, puisqu'on voit également dans notre bassin, mais comme sur plein d'autres territoires, beaucoup de monde aime ou voit en tout cas les cours d'eau, mais n'y connaissent pas forcément grand-chose et ne connaissent pas non plus ce qui se passe un petit peu dedans. Et on a quand même gardé, bien sûr, l'élément fondateur de ce qui a fait notre syndicat, c'est-à-dire qu'on a toujours des actions de protection contre les inondations, mais qui ont muté. C'est-à-dire aujourd'hui, on va suivre, on a de quoi suivre tout ce qui est crue, inondation. On va communiquer beaucoup avec les gens, on va alerter, on va mettre également encore de l'argent sur la table, si je puis dire, pour mettre un programme d'action justement de prévention des inondations, mais plus sur le bassin.
Je vais vous faire un focus un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vallée, mais comme ce qui a pu se passer dans de nombreux cours d'eau de plaine. Entre 1970 et 2000, le syndicat n'avait pas de personnel et donc déléguait sa maîtrise d'ouvrage au service de l'État, et plus précisément à la DDE, Direction départementale donc des équipements, qui était normalement là pour s'occuper des routes. En tout cas, sur mon bassin, sur mes 22 communes, la DDE passait des marchés pour accélérer les flux. C'est-à-dire entre 1970 et 2000, ces images-là, comme je vous dis, vous avez pu les voir sur toute rivière de plaine. Les actions, c'était du curage de cours d'eau. On enlevait les apports, ou en tout cas les hauts fonds dans les cours d'eau. On recalibrait les cours d'eau, donc c'est-à-dire en gros, la rivière était un gros tube. Le but, envoyer l'eau le plus vite possible vers l'aval. Il fallait évacuer, assainir l'eau qui pouvait arriver. Et également, donc, la végétation, si vous voyez sur la photo où on voit encore un tas qui fume, en fait, la végétation qui pouvait un peu être embêtée, ce qu'on faisait, on la coupait, on faisait un andin et on allumait, on brûlait. 1995, 1999 et encore plus récemment 2001, ça a été les crues les plus importantes qu'a connu le bassin entre guillemets du terrain, le mien. Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les seuls endroits où on n'avait pas pu aller curer, enfin enlever ces hauts fonds, c'était dans les fonds de jardin, c'est-à-dire dans les villes. Résultat des comptes, 2001, toutes les villes, les 22 communes, enfin il y en a même 40 en fait qui ont été impactées par le cru, toutes ont été en arrêté 4 nat. Toute ville en fait a eu un impact sur les biens et les personnes. Donc on s'est aperçu, enfin les élus se sont aperçus que la solution du tout curage, du recalibrage et surtout d'évacuer l'eau le plus vite possible vers l'aval, c'était plus tenable, quoi. Dans le même temps, les services de l'État, voyant ça, ont également élaboré des PPRI, donc des documents qui doivent régir un petit peu les règles de construction, la préservation d'espace vis-à-vis de l'inondation. Comme je vous l'ai expliqué, année 2000, les élus changent de braquet et se disent il faut qu'on réfléchisse autrement. 2001, dans le syndicat, on lance une première étude à l'échelle du bassin. On se dit, ok, on ne peut pas être les 22 dernières communes à être impactées par les inondations sans regarder ce qui se passe au-dessus, sans regarder ce qu'on nous envoie. Cette étude va être très longue, assez coûteuse, elle va prendre 5 ans et le bureau d'études va proposer, on est en 2006, va proposer un programme de travaux à hauteur de 2 millions d'euros où les travaux proposés, c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, ce qu'on n'aime plus trop voir, c'est-à-dire du stockage dans des bassins. On va se dire, on va élever des digues, on va mettre des vannages et dès lors que l'eau va monter, on va envoyer ça dans ces espèces de grands bassins. On va continuer d'essayer de curer les hauts fonds et puis on va créer des digues derrière les inondations, derrière les habitations qui étaient touchées là en 2001. Donc on se dit voilà, avec ça, pas de problème, en tout cas plus de problème. Sauf que ce que les communes qui maintenant ont accepté entre guillemets de faire cette étude, ce qu'on voit, c'est que ça protège les communes qui sont le plus en aval, donc c'est-à-dire là celles qui sont en dessous les bassins, mais par contre on n'a pas foncièrement une protection de tout le monde. Ensuite, 2 millions d'euros de travaux, donc ce qu'avait proposé le bureau d'études pour stocker 1 million de mètres cubes d'eau, c'est bien, mais sauf que mon syndicat appelait 100 000 euros de cotisation. Donc vous imaginez, 2 millions de travaux, 100 000 euros. Donc là, pareil, les élus ont dit, non, très clairement, on n'y est pas. Dans cette même période, le syndicat va se doter d'une animation, un premier technicien de rivière. Et je vais insister là-dessus, c'est grâce, je pense, à cette animation et surtout grâce à une vue peut-être plus de terrain et de bon sens qu'on va voir en fait que notre vallée, elle marche pas bien du tout et que justement, on a possibilité de mieux solliciter la nature pour se protéger. 2011, suite au premier constat justement de ce technicien de rivière qui est arrivé, on s'aperçoit que les restes de curage sont encore bien visibles sur les berges de mon cours d'eau. Ici, voilà, vous avez un plan, on est à Beauvais. Voilà, on est dans la grosse ville qui est sur mon bassin. On s'aperçoit qu'on a certains espaces naturels qui sont présents, mais qui sont longés de ce qu'on appelle des merlons de curage. C'est-à-dire tout ce qui était sorti de la rivière était déposé sur le bord pour sécher, et puis on les laissait là.
Sauf que ça vous faisait en fait des élévations de berges de 5, 10, 15, 20, 50, parfois même un peu plus de centimètres. Et dès que le cours d'eau montait, ça tapait dans ces espèces de buttes et on ne ressollicitait pas l'imageur. Donc cette étude entre 2011 et 2016, elle a porté justement sur si on reconnectait correctement l'imageur, qu'est-ce qu'on gagnerait en fait en stockage d'eau. Donc ce premier diagnostic de terrain, il a été fait sur ces 22 communes et il nous a permis donc de mettre en avant les zones à enjeu, les zones habitées, les zones où on avait une activité économique et les surfaces qui pouvaient être reconnectables, de la zone agricole, de la zone forestière ou de la zone naturelle prairiale, ou naturelle zone humide. Ce diagnostic, il nous a permis de voir qu'on avait quand même 22 km de berges où on possédait, où il y avait un merlon, c'est-à-dire où on pouvait, dès lors que le cours d'eau montait, il se tapait dans ces espèces de merlons. On s'est aperçu aussi qu'on avait une déconnexion importante du réseau hydrographique secondaire. Ça va être des fossés qui ont pu être rebouchés, ça va être des chemins de servitude de débardage, par exemple, par les exploitants forestiers qui ont cassé des buses et qui ne permettaient plus, en fait, au cours d'eau, dès lors qu'il montait, de rejoindre son limageur correctement. Et enfin, on a aussi une voie SNCF qui qui coupe le bassin versant en deux, et on s'est aperçu que les connexions des deux côtés de cette voie, elle était mauvaise. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude, qui elle aussi a pris quand même quelques années à arriver à son terme? On a modélisé la situation actuelle avec les crues que l'on connaissait, notamment celle de 2001, qui est toujours à l'heure actuelle la crue la plus importante. Et on s'est dit, si demain on rouvre ces merlons de curage, si on remet le sol à sa juste hauteur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker? Et en fait, on s'est aperçu qu'au niveau hydraulique, on stockait énormément. Et donc, autant qu'un bassin, comme je vous avais expliqué dans une étude, autant qu'un bassin qui était prévu dans l'étude antérieure. Et derrière, je vais aussi revenir sur ce que disaient juste avant les autres intervenants, c'est qu'on a aussi essayé d'avoir le plus écologique. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel au Conservatoire des espaces naturels, donc là, sur l'antenne Picarde. On les a fait passer avant travaux, en leur disant voilà, aujourd'hui c'est quoi? Notre tour, elle est minéralisée, justement. Aujourd'hui, on est sur des aulnaies qui sont plus vraiment fraîches. Et demain, si on remet de l'eau année après année, vers quoi on peut tendre? Résultat des comptes, le programme qu'on a déposé pour instruction auprès des services de l'État, il prévoyait donc 95 arasements de merlons de curage, partiels, ponctuels. En gros, on met 4 km de ces merlons complètement à plat. La reprise de plusieurs ouvrages pour reconnecter donc les champs d'expansion des crues, et puis la reprise aussi de végétation qui avait bouché complètement la végétation. Cette étude, elle nous permet de mettre en avant qu'on peut reconnecter 730 hectares de zones humides. Ça nous permet aussi de voir que pour une crue la plus importante connue dans mon bassin, sur les villes les plus en aval, ça permet de retarder le pic de crue de plus de 15 heures. Donc d'alerter les gens sur le fait qu'ils vont être touchés par une inondation, mais ça leur permet aussi de mieux se préparer, de protéger en fait leurs biens, très clairement. Et puis dans le cadre de crues un peu plus régulières, donc c'est-à-dire de retour 5 ans, donc quelque chose qui revient quand même assez souvent, on a quand même 450 hectares de zones humides qui vont reprendre de l'eau. Et donc derrière, si je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, ça permet aux sites et aux tourbières, en tout cas aux zones humides, d'être beaucoup plus sollicités. Et derrière, nous, pour tout ce qui est faune, flore et autres, d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je peux vous présenter donc le programme qui s'est tenu entre 2016 et 2020. Donc tout a été achevé. Je vous ai mis aussi les coûts, puisque tout à l'heure je vous parlais d'un programme de travail qui était annoncé à 2 millions d'euros pour stocker 1 million de mètres cubes. Là voilà, vous avez des coûts qui sont quand même bien moindres. Et également avec le même financeur que ce qui vous a été indiqué tout à l'heure, donc l'agence de l'eau, qui plutôt que construire un bassin où aujourd'hui les taux de subventionnement ne sont pas du tout les mêmes, ce programme a été entièrement financé par l'agence à hauteur de 80%, ce qui fait que pour tout le programme qui était de 200 000 euros, le reste à charge pour mon syndicat, ça a été 25 000 euros. Donc c'est-à-dire ça ne se voit même pas. Sur 4 ans, clairement, ça ne se voit pas.
Donc vous avez des photos d'arasement de merlons de curage. Donc là, vous avez des choses, des merlons qui faisaient 40 cm. On n'a pas créé, on n'a pas surcreusé le terrain, on a juste remis à hauteur du terrain naturel. On a reposé quelques bus pour connecter, donc comme je vous ai dit, des grands réseaux de fossés qui se trouvent derrière. Et enfin, on a retravaillé avec la SNCF pour qu'ils reprennent leur entretien et justement aussi les passages sous voirie. Ce qui a été assez compliqué, notamment dans le dialogue. Depuis 2016, depuis la première tranche de travaux, chaque année, j'ai des zones d'expansion des crues qui se retrouvent en eau. Il y a moins d'un an, un hiver où on a pris une crue de retour 20 ans, une grosse vicennale, on a stocké 1 million de mètres cubes d'eau. Ce stockage d'eau, pour une crue donc quand même qui se voit, qui n'est pas exceptionnelle mais qui se voit, ça a permis d'autres choses en fait. Très clairement, ça a permis, alors déjà, sur nos 22 communes, on n'a eu aucun bien humain qui a été impacté, enfin matériel ou humain. On a eu des voiries submergées pendant quelques heures à quelques jours, mais j'aurais tendance à dire tant mieux. Ça permet aussi un retour de la conscience humaine qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on a une vision, nous, hommes, habitants, peu importe où on se trouve, mais vis-à-vis des risques, quand on est touché, c'est un drame. Voilà, ça c'est normal, c'est humain. Par contre, dès lors qu'on ne l'est plus, on se croit protégé. Et on oublie un petit peu que justement, non, on a un risque qui est permanent. Donc le fait d'avoir une voirie, le fait d'avoir des espaces verts en eau, très clairement, ça permet aussi de dire aux gens, ouais, là quand même, on est sur une période de haute eau, on est sur une période de crue. Et enfin, on a aussi un retour des espèces inféodées au milieu aquatique. Tout à l'heure, j'entendais parler de bécassines par le Seine. On a le retour de certaines espèces, type brochet ou quoi, qui vont revenir justement dans tous ces espaces pour se reproduire, pour une partie de leur cycle biologique. Après, le 21 juin de l'année dernière, on a pris 100 mm en l'espace de 2 heures sur Beauvais et des communes alentours. Ça a fait ça a fait couler de l'encre, mais malheureusement, on a eu là un drame humain, une personne qui s'est noyée, et on a eu énormément de dégâts matériels. C'est aussi ça qu'on essaie de diffuser comme message, c'est que les espaces naturels sont là pour tamponner. Malheureusement, sur des choses qui vont être peut-être amenées à se reproduire du fait des réchauffements climatiques, du fait de nos activités humaines, on ne peut pas tout tamponner, notamment les choses comme ça. Je vous ai expliqué que mon syndicat s'était structuré à l'échelle d'un bassin versant très récemment, 1er janvier 2020. On a récupéré 500 km de cours d'eau supplémentaires en gestion. La première étape qui a été faite, que j'ai demandé à mes agents, c'est entre mars 2020 et juin 2021, donc là encore, sur un an, c'est de me faire un diagnostic de ces 500 km récupérés. Donc ça a été du parcours à pied, ça a été du très rustre, on a parcouru à pied. Et maintenant qu'on sait plus ou moins comment ça marche et comment ça ne fonctionne pas, ça a été déjà de repérer les quelques merlons qui restaient, mais également les incisions de cours d'eau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui ont été curés, que ce soit les petits, les gros. Et en fait, sur beaucoup de nos affluents, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils s'enfoncent, ils s'incisent. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que même lors de très très forts orages, ils ne débordent plus. Et comment on va faire pour ressolliciter le limageur, pour éviter qu'on vienne justement impacter les villes et que l'eau, elle reste le plus possible dans les zones naturelles, on va venir rehausser le fond de nos cours d'eau. C'est-à-dire on va remonter de 50, de 60 cm le fond des cours d'eau pour qu'ils débordent plus facilement vers les zones, comme je vous expliquais, prairies, zones humides, forêts, même zones de culture en fait, pour que cet ennoiement dure quelques jours et dès lors que la crue passe, l'eau retourne vers son milieu collecteur, c'est-à-dire le cours d'eau. Donc tout ça, c'est un dossier qui a été déposé au service de la DDT de l'Oise et c'est des choses qu'on va commencer dès cet hiver pour rendre plus résilients nos territoires et que si les villes jouent le jeu d'infiltrer chez eux, que les cours d'eau aussi soient plus résilients dans leur territoire et qu'on revienne à quelque chose qui fonctionne mieux dans notre limageur. Si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup de choses. Ça fait maintenant, on a un peu de retour là-dessus. On essaie de communiquer le plus possible parce que c'est quelque chose qui est très très facilement reproductible sur tout territoire. Rehausser un fond de lit ou écréter ce qui bloque le débordement des cours d'eau, c'est quelque chose qui est très 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 facile à reproduire et au niveau dépenses d'argent public, c'est beaucoup plus simple que faire du tuyau, du bassin ou autre chose.
Voilà, donc je vous invite, n'hésitez pas à aller voir des petites vidéos, récupérer des documents sur notre site internet qui sont très facilement diffusables. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on communique facilement là-dessus. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Collinet, Denis Collinet, directeur du syndicat des intercommunalités de la vallée du Terra. Merci pour cette nouvelle démonstration. Comme vous le savez, on va se tourner vers la salle dans un instant. Mais moi, ce qui me marque dans vos différentes présentations, c'est effectivement, bon, on le savait déjà, mais vous en avez fait de plus, une démonstration de plus. On a eu tendance pendant un certain nombre d'années, voire de décennies, à un peu marcher sur la tête, pour simplifier les choses. On a dépensé beaucoup pour des actions qui s'avéraient finalement contre-productives. Ici et où là, on a créé des caniveaux avec des bordures qu'on va maintenant supprimer à la disqueuse. Ailleurs, on a curé pendant des années des cours d'eau qu'on est obligé de recombler aujourd'hui pour en améliorer le fonctionnement. Bon, tout ça a un coût, un double coût finalement. Il y a eu des coûts qui se sont accumulés dans un sens et dans l'autre. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, et c'est ce pourquoi nous sommes là ensemble dans cette conférence, c'est qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut d'abord effectivement penser à ces solutions fondées sur la nature qui sont à portée de main, qui sont à portée de notre connaissance aujourd'hui et qui nous permettent peut-être avant d'agir, parfois de ne pas agir du tout ou du moins d'aller faire des choix ou des arbitrages qui vont dans le sens des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Vous en avez fait une parfaite démonstration. J'ai une question à chaud tout de suite avant de passer la parole à la salle pour Monsieur Collinet pour cette dernière intervention. Vous nous avez montré la réalisation que vous avez faite, le projet, les premiers projets, les arasements de merlons, etc. Est-ce que vous considérez que ce sont que vous avez fait le tour de ce que vous pouviez faire ou est-ce que ça reste des expérimentations que vous pouvez encore démultiplier, que vous allez pouvoir copier-coller en d'autres sites puisque vous nous avez montré ce que vous avez fait? Je vous laisse répondre à cette question. Vous avez parlé de potentiel tout à l'heure de 150 000 mètres cubes. Vous avez fait des études antérieurement pour essayer de stocker ou de ralentir 1 million de mètres cubes. Est-ce que vous allez pouvoir transposer cette première expérimentation sur d'autres sites ? Alors aujourd'hui, c'est des travaux qu'on voit fleurir. Ce qui est assez intéressant, c'est sur tous les bassins versants du département de l'Oise et voire même au-delà, puisque même Seine-Grand Lac aujourd'hui qui rehausse, à ça aussi. Voilà, qui rehausse les plaines de la Bassée pour stocker de l'eau, fait également des études de reconnexion de zones d'expansion des crues sur les très grands cours d'eau voisins. On est aussi sur cette démarche-là, puisqu'on s'aperçoit qu'on est vraiment sur un effort conjugué de bassins de stockage pour les très très grands cours d'eau, mais également d'un effort sur les plus petits cours d'eau et un effort où, comme vous en parliez, c'est le financier là est vraiment beaucoup moindre et surtout on a vraiment aussi un retour des fonctionnements écologiques de nos zones humides qu'on a eu tendance à perdre. Et donc ces travaux-là vont être également étendus sur les 500 km qu'on vient de récupérer chez nous pour protéger vraiment pour protéger et améliorer le fonctionnement des zones humides de tout le bassin. Oui. Merci beaucoup pour cette précision. Je me tourne vers vous et Cassandre qui va vous proposer le micro pour celles ou ceux qui voudraient s'exprimer. Évidemment, il n'y a aucune obligation à ce stade. C'est une proposition qui vous est faite d'intervenir et d'interagir directement avec nos invités. Monsieur, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et puis pour nous permettre de vous situer. Ah, le micro n'est pas ouvert. C'est toujours le micro 5, Cassandre. Alors, on va demander en régie d'ouvrir le micro 5 pour pouvoir entendre notre... J'ai pas la voix qui... Voilà, c'est parti. Donc, Monsieur Jourdan, agence de l'eau Art Picardie. Pour aller dans le sens de Monsieur Cato, les travaux induisent et signifient finalement un changement de paradigme sur la gestion des milieux et de la gestion des cours d'eau. Sur les approches techniques, donc c'est une évidence, c'est aussi la situation qu'on a chez nous. Moi, j'aurais été intéressé par savoir comment vous avez géré la demande sociale de ce type de travaux et l'acceptation finalement de ces travaux par la population. C'est valable pour tous les trois finalement, puisque la loi Labbé, par exemple, pour la gestion des eaux pluviales, elle change beaucoup de choses au niveau des territoires. Et sur la demande sociale par rapport à la gestion des curages, c'est encore une demande sociale qu'on a sur les territoires. Donc comment vous accompagnez finalement ce changement sur ces solutions d'adaptation fondées sur la nature? Il y a toute j'imagine, une pédagogie à faire aussi, parce qu'on a compris qu'il y avait autant de militants parmi vous que d'intervenants sur cette table ronde, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de savoir anciens ou nouveaux. Mais effectivement, vous êtes confrontés à une population diverse, les usagers, les citoyens, mais aussi je pensais aux élus et aussi je pensais aux agents, à qui vous allez devoir aussi communiquer un certain nombre
d'instructions ou de consignes complètement nouvelles, effectivement. Comment est-ce que vous gérez tout ça, Monsieur Collinet? Je vais répondre assez rapidement pour que mes collègues aussi puissent répondre. En fait, ça a été très très long aussi le temps d'étude parce qu'on a pris le temps d'aller voir les gens en amont. Et pour les plus anciens d'entre eux, donc qui ont connu les cours d'eau et la gestion des cours d'eau avant 1970, on a eu quand même certains qui nous ont dit, bah oui, moi cette période-là, dans les marais, j'y allais pas, où j'allais chasser au canard avec mon grand-père, des choses comme ça. Et donc là, déjà, on a dit, ok, bah, on ne va pas surcreuser, on ne va pas surinonder, mais on va laisser le cours d'eau faire. On a des ayatollahs, il y a des gens qui nous ont dit clairement, bah non. La première année, on est arrivé. Il y a des éleveurs qui nous ont dit, bah non, tout ce que vous prévoyez là, on ne peut pas le faire parce que je fais pâturer. Et ben, on va créer des points hauts sur la parcelle pour que si jamais demain ça déborde, on puisse, le bétail puisse aller sur ces points hauts, que tu ne viennes pas chercher tes bêtes la nuit. Voilà, on a vraiment eu un travail en fait, botte au pied, à aller voir les gens, sachant qu'il n'y en a aucun qui a demandé à être indemnisé, ce qui est quand même très important. On n'a acheté aucun territoire. Et en fait, sur toutes les actions qu'on a fait, on a fait 100% du programme. Si on ne l'a pas fait à l'année N, on est revenu à la N+2 ou N+3, vu que de toute façon, tous les ans, on a eu des zones d'expansion de crues qui ont été connectées et se sont aperçus que ça vivait vraiment en fonction des crues. On a des rivières de plaine où en fait les crues, c'est quelques jours. Et donc quelques jours avec 20, 30, 40 cm d'eau dans la parcelle, c'est absolument pas dommageable qu'on soit sur de la prairie, qu'on soit sur des boisements et tout l'inverse en fait. Ce qui nous a permis en fait dans la discussion uniquement, les gens sont venus à dire que. Et après le rôle des élus a été aussi hyper important, c'est que maintenant on a certains élus qui militent sur le fait que bah oui, nos marais reprennent de l'eau, ils portent le nom de marais déjà, c'est la définition d'un marais, c'est une terre qui va prendre de l'eau. Et en fait, on a vraiment tout le monde qui vit main dans la main. Et aujourd'hui, pour nous, c'est quand même très très facile de prouver que ça marche et que surtout, on n'a pas de désagrément, quoi. Merci, Monsieur Collinet. Monsieur Englebert, comment ça se passe chez vous alors? Donc, effectivement, sur les deux volets qu'a évoqué notre auditeur, sur le plan de la demande, qu'est devenue la demande et certaines demandes qui ne sont plus acceptables ou recevables aujourd'hui? Et comment gérez-vous l'acceptation et comment ça se passe au niveau de l'acceptation? En fait, j'ai souvenir du zéro phyto où au départ on disait mais s'il y a de l'herbe partout, on parlait de mauvaises herbes, etc. Comment vous gérez ça? Et en fait, pendant plusieurs années, on a essayé de communiquer en se disant si on communique bien, on va y arriver. Et en fait, zéro, quoi. C'est en fait tenter une communication qui n'est pas recevable par celui qui a les arguments contre, c'est voué à l'échec. Donc on a arrêté ça. En revanche, on utilise les résultats. Ça, oui. Donc les résultats de l'Atlas de la biodiversité, par exemple, dans les écoles, les coquelicots, les soucis ou les valérianes qu'on a appris à sélectionner quand on désherbe, en fait, quand on arrive à visualiser nos actions comme on peut le voir sur... ça marche bien. Mais honnêtement, la com, c'était un échec, quoi. Voilà. Juste une petite question indiscrète. Est-ce que, pour ce qui concerne Crépy, vous avez des élus et notamment un maire qui est particulièrement convaincu au départ, ou est-ce que c'est son directeur des services qui l'a un petit peu inspiré? Inspiration sûrement, en revanche on ne fait rien tout seul, c'est certain. Mais vous êtes en phase là-dessus visiblement, puisque les choses évoluent vite. Oui, on essaye parce qu'on aime bien être un peu en avance plutôt qu'en retard, mais quitte à faire des conneries, hein, d'ailleurs on essaye des choses, mais de toute évidence c'est quand même un boulot d'équipe, élu, technicien, si on n'a pas ça, ça ne marche pas, quoi. Merci. Monsieur Riquelin, je me demandais si de votre point de vue, avec un regard un peu distancié, si je peux dire, est-ce que vous avez des recommandations à proposer, à partager à des élus ou à des intervenants techniques qui auraient des velléités justement de s'inspirer des témoignages que nous venons d'entendre? Qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qu'on doit comprendre pour justement se lancer, si je puis dire, dans les solutions d'adaptation fondées sur la nature comme on a perdu l'habitude de le faire? Ce qui est intéressant, je pense, dans ce qui a été décrit, c'est que ce qui sert à convaincre et ce qui aide à convaincre, ce sont les résultats. Et ce qui est important d'avoir en tête, et les projets qui sont en cours aujourd'hui autour des solutions fondées sur la nature, c'est de montrer que ce sont des solutions pérennes et viables financièrement, que ce sont des discussions très importantes qu'on a aujourd'hui. Et je pense que certaines personnes sont déjà convaincues aujourd'hui du bienfait et de la nécessité de ces solutions fondées sur la nature.
et que d'autres personnes vont être convaincues ou peuvent être convaincues par le fait que les solutions fondées sur la nature sont tout aussi efficaces, voire plus efficaces et peuvent être dans certains cas moins chères que le tout tuyau ou les solutions grises qu'on a appris à connaître et à développer. Sans vous poser de questions pièges, mais du coup vous m'en inspirez une, qu'est-ce qui serait le meilleur retour sur investissement? Je dirais, s'il fallait avoir 2-3 idées en tête, par quoi il faut commencer, voilà, pour que les résultats soient rapides et très vite compris par les citoyens et par les riverains. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de réponse parce que ça dépend énormément des territoires. Oui, Ça dépend chacun beaucoup étant, des solutions particulier, bien locales. Et en tout cas, il est nécessaire de s'appuyer toujours, je pense, sur les équipes techniques et les élus en place parce qu'ils connaissent leur territoire. Et c'est important que ça parte et ça corresponde au territoire et des solutions qui fonctionnent très bien à certains endroits ne seront pas adaptées à d'autres, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue acceptabilité parce que les populations ne sont pas les mêmes. Merci pour ces suggestions. Je me tourne vers vous pour nous assurer. Voilà, monsieur, je vous laisse nous poser une question éventuellement si vous le souhaitez. Après, vous êtes présenté pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, Jean-Jacques Hérin, président d'Adopta. Juste une question sur la problématique gestion des eaux pluviales urbaines et les zones humides, et, les tourbières en partie, notamment. On a encore dans certaines situations l'administration qui refuse que l'on puisse gérer les eaux pluviales via les zones humides. Et ça, c'est quand même un réel problème puisque c'est quand même la fonction initiale d'une zone humide de recevoir le pluvial. Et donc, comment se situer, comment argumenter, et comment faire en sorte que ces quelques services encore de l'État qui puissent s'opposer à ce genre de choses, on puisse les convaincre et les amener sur le bon principe naturel de gestion de ces eaux pluviales. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Alors, les questions et réponses peuvent se faire entre vous aussi. Et comme on a les représentants de l'agence de l'eau, on peut peut-être aussi leur demander ce qu'ils en pensent. Mais je vous laisse réagir, monsieur Englebert, si vous voulez bien. Il y a juste un truc qu'on a découvert finalement il y a assez peu de temps. On avait fait un zonage des eaux pluviales, je l'ai dit. Et en fait, on s'aperçoit maintenant qu'on aurait pu ne pas le faire, simplement en mettant tout ça dans le PLU. Et je pense que si dans le PLU, on rappelle l'histoire un peu des choses, c'est-à-dire des sites, est-ce qu'on avait une zone humide avant? Est-ce qu'on aurait une zone humide après? Si on met des choses là-dedans, on peut assez facilement y arriver. Les services de l'État sont toujours associés à l'élaboration d'un PLU et sa conformité. Donc, par définition, je pense que ça peut être un bon outil. Voilà. Merci pour cette question et cette réponse, monsieur Englebert. Y avait-il d'autres questions? Pas d'autres questions à ce stade. J'ai conscience que les estomacs commencent à crier famine, hein, puisqu'il est 13 heures passées de 2 minutes. Donc on ne va pas non plus vous imposer de rester plus longtemps. Je voulais juste proposer à nos intervenants, s'ils avaient une dernière intention, un dernier mot de la fin, une dernière question à poser. Moi, j'avais juste une dernière question d'ordre plus technique, mais pour terminer là-dessus, à monsieur Réculin, qui nous a beaucoup parlé de revégétalisation des espaces urbains. C'est vrai que c'est un sujet qui progresse là aussi. Vous avez parlé de revégétalisation des toitures, des espaces, de la remise en place d'arbres un peu partout, avec tous les effets induits positifs que vous nous avez rappelés, et des chiffres qui sont très spectaculaires, notamment la différence de température dont pourraient bénéficier les centres-villes avec des arbres. Je fais juste le lien avec un sujet dont nous avons beaucoup parlé hier, c'est qu'avec le changement climatique et le réchauffement en général, on a une augmentation considérable de l'évapotranspiration. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction dans l'apport de plus de végétaux en ville? Est-ce qu'on ne contribue pas aussi à pomper et à taper, si je dirais, dans les réserves ou dans les ressources? Alors, c'est un vrai sujet. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est de stocker l'eau pluviale. Alors, on ne stocke pas forcément par des bassins. Mais ce qui est intéressant, c'est de potentiellement stocker l'eau pluviale, les surplus d'eau pluviale localement en hiver, et de laisser ensuite les végétaux l'été repuiser dans ces stocks et réévaporer ces stocks. C'est ce qui a été développé notamment sur le boulevard Garibaldi à Lyon, où les eaux d'hiver, finalement, à la place d'être rejetées directement dans le milieu, vont être ensuite réutilisées au bénéfice de la végétation. Donc il faut y penser aussi techniquement, ça fait partie des choses qu'il faut connaître et avoir en tête au moment de se lancer dans ce type de projet. Je pense que ce qui est très important quand on fait de la végétalisation en ville, de la renaturancière en ville,
c'est de sortir des cloisonnements qu'il peut y avoir entre les différents services au sein des communes et des services techniques. Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de penser les choses d'un point de vue global. C'est pas d'un côté la gestion d'eau et de l'autre côté la gestion des espaces verts, mais c'est une gestion globale de ces différents éléments. Les deux convergent vers de mêmes intérêts, d'où l'intérêt de partager cette connaissance de manière très transversale. Merci beaucoup à vous qui étiez présents parmi nous. Merci à celles et ceux qui nous regardent pour leur curiosité, qui nous regarderont notamment en différé. Et puis merci à nos intervenants à qui je vais vous proposer d'adresser quelques applaudissements pour les remercier d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous pour nous faire cette présentation. Bon appétit à toutes et à tous, et à cet après-midi, pour ceux que ça intéresse également, pour continuer avec une autre conférence consacrée aux petits cours d'eau, aux grands enjeux environnementaux et de développement qui y sont associés, avec là aussi les intervenants qui vous feront des présentations et à qui vous pourrez vous adresser directement. Bon appétit et à tout à l'heure. 3, 2, 1.